Ça fait combien de temps que tu pêches au cerf-volant? Ça fait 30 ans. Le cerf-volant te permet d'amener la ligne et l'hameçon exactement là où se trouve le poisson. Et tu arrives à vivre de ta pêche? Oui, toujours grâce à Dieu. La mer nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est grâce à elle que nous mangeons à notre faim. Ah, il y a un poisson, il y a un poisson! Waouh, incroyable! Et voilà, 2 chaquetas azul, 2 petits poissons-chats du Rio Magdalena. Voilà, ça marche, la pêche au cerf-volant. Je ne suis pas ici dans le Sahara, mais sur les rives de la mer Caraïbe, dans le désert de la Guajira. Je suis venu pour rencontrer le peuple Wayuu, qui survit grâce aux liens ténus qu'il entretient avec la mer et le vivant. Selon les croyances héritées de leurs ancêtres, 4 générations se sont succédées pour créer le monde. La terre, la pluie et le soleil, puis les arbres, les animaux, et enfin le peuple Wayuu, qui par essence est nature. Je suis à la recherche de la communauté d'Iporimao. Après, il y a des mecs qui sont en train de couper des cactus. Hola. Buenas. Bonjour. Salut! Qu'est-ce que vous faites? Je coupe des cactus. Pour manger? Non, pour une clôture. Ah, la cerca des cactus. Clôture de cactus vivants? Cactus vivants. Je cherche la communauté d'Iporimao. Oui, c'est ma communauté. Ah, ok. C'est tout près. Si tu veux y aller, je t'y emmène. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ok. Je m'appelle Jeronimo, je viens de France. je suis Amy, De la Guajira. de la Guajira. Et toi, comment tu t'appelles? Mayerli. Enchanté. C'est incroyable ici, j'aime vraiment ce petit village. Merci beaucoup. Et combien de personnes vivent ici? Il y a 5 familles qui vivent ici. 5 familias. Chaque famille vit dans sa petite maison. Chacune possède ses chèvres, leur enclos pour leurs animaux. Parfois, lorsqu'on n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture, on vend un animal. Ce n'est pas très compliqué. On cherche un moyen de vivre comme on peut. On ne reste jamais immobile. Les femmes de la communauté sont très travailleuses. Elles se débrouillent toujours. Ce sont des femmes très courageuses. C'est ça la femme Wayuu. Amy, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre l'âne avec les bidons pour aller chercher l'eau là-bas, au point d'eau derrière les dunes. Ici, c'est difficile de trouver de l'eau? Quand l'été est très intense, tout le monde doit aller chercher de l'eau là-bas, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen.
Nous n'avons pas de réservoir d'eau ici. Personne ne nous a rien donné. Ici, on est des rois quand il pleut. Mais s'il ne pleut pas, ça devient le chaos. Ça devient le chaos. Ok. Allez, les bidons. Voilà. Ici? Ok. Tac. Et ça, c'est des selles vraiment faites tout en peau de chèvre, en cuir. C'est assez incroyable. Allez, les chèvres. On fait partie. Direction la plage. Oh merde, je se barre dans l'autre sens là. Allez, allez. Allez. C'est pas gagné les chèvres. Riding our bikes down Blueberry Lane in the summertime. We were only boys waiting on the storm in the pouring rain. Oubliés du pouvoir de Bogota, les Wayuu survivent avec fierté en marge de la société colombienne sur l'une des terres les plus hostiles de la planète. Leurs appels à l'aide semblent s'être égarés dans le désert. Waouh! C'est vraiment proche de la mer. C'est incroyable ce truc. Ce trou d'eau nous est apparu en rêve, grâce à nos ancêtres. Ils nous racontent par les rêves l'endroit où nous pouvons en trouver. C'est toi, Jérôme, qui commence? C'est. Allez. Comme ça? Jérôme, c'est l'eau pour notre propre consommation. Pour la cuisine, pour toutes les tâches de la maison. Mais elle est potable cette eau? Regarde bien. Chez nous, on la boit comme ça. Incroyable, c'est de l'eau douce. Et elle vient de l'eau de mer. Incroyable ça. C'est fou, elle est complètement désalinisée quoi. C'est le sable qui fait ça? Il la filtre, enlève le sel et la rend pure et limpide. C'est une eau propre et cristalline. Il n'y a rien au fond du récipient. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Elle est bonne à boire. C'est dingue. C'est bon, hein, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est incroyable, il n'y a même pas mais un tout petit goût de sel quoi. J'ai jamais vu ça. L'eau filtrée comme ça, si près de la mer. Ça te plaît cette merveille? C'est une merveille. Mais c'est une merveille. Jérôme, t'es trop lent. Dépêche-toi. Ok. Maintenant, il faut que nous donnions de l'eau à boire aux animaux. Allez. Il y a des années où il n'y a pas d'eau. Quand il ne pleut pas, c'est le chaos total. On doit creuser notre puits plus loin, plus près du bord de la plage pour que l'eau sorte. Quand il ne pleut pas pendant plusieurs années, l'eau commence à devenir insalubre. Ah, ok. Et ils l'ont bien mérité eux aussi. Je trouve qu'ils vont se faire un bon retour au village. Jérôme, on a encore besoin de ton aide. Ah ok. Ok. Listo? Laisse-le comme ça. Comme ça? Maintenant, tu dois le monter sur l'âne. À qui? Ici? S'il se marie avec une Wayuu, il sera obligé de le faire.
Voilà. Listo? Comme ça? Ah là là, j'aime la vie Wayuu. Autrefois, ici, la vie était rythmée par Remial, la saison sèche, et Juyapu, la saison humide, celle de la Renaissance. Aujourd'hui, la sécheresse semble ne jamais terminer. Les Wayuu, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, sont pourtant les premiers à subir l'impact du changement climatique. Je passe la soirée au village d'Iporimao avec Mayerly et son fils Christian. Il vient d'où ce sel? De la plage. De la plage? Oui, en hiver, la plage commence à se remplir de saline. Et en été, les salines commencent à s'assécher. Une fois que le sel est sec, on va le récupérer. La fumée te fait pleurer, ça veut dire que tu es jaloux. Quoi? On dit que tu es jaloux si la fumée te fait pleurer. C'est une croyance que nous avons ici, chez les Wayuu, et qui vient de nos ancêtres. Non, je suis pas jaloux. En revanche, toi tu l'es. Non, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Un escargot pour Christian. Allez, je t'en donne un. Christian? Christian, c'est bon, hein? À l'aube, les hommes de la communauté m'emmènent pour une longue journée de pêche au large des dunes de Taroa. Au programme, navigation et pêche au coquillage. Nous allons prendre ce bateau. Waouh, il a quel âge ce bateau? 40 ans. Waouh, il est fabuleux. Comment tu as appris la vie en mer? J'ai appris à pêcher quand j'étais petit. Mes parents, mes grands-parents, ils nous ont tout appris. Ils nous ont appris beaucoup de choses sur les animaux. C'est comme ça que j'ai appris par exemple à ne pas attraper les petits poissons. Traditionnellement, les Wayuu connaissent bien la nature, la mer aussi? Oui, nous la connaissons bien. Nous avons de ce côté la baie et de l'autre la mer. Alors quand la mer ne nous donne pas assez de poissons, on vient ici, dans la baie. Il mesure combien ce filet? 80 mètres. Maintenant qu'on a fini de poser le filet, on peut passer à un autre type de pêche, la pêche aux escargots. Super. On va vraiment pêcher ici? Oui, on va pêcher ici. C'est une pêche que l'on pratique surtout pour notre survie. Pas besoin d'équipement, pas de filet, besoin de rien. Il faut juste aller dans l'eau et ramasser les escargots. C'est un peu dangereux avec les rochers quand même, non? Oui, Il y a des accidents? oui, bien sûr. Quel genre? Du genre, tu glisses sur les algues, puis tu tombes sur les rochers. C'est surtout pour ça que j'aime ça. Et puis pour l'adrénaline aussi. C'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Ça va être sport ça encore, je sens.
Comme tu peux voir, il y a des rochers. C'est Dans le creux des rochers, on trouve les escargots. Ils sont incrustés dedans. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pénétrer à l'intérieur et chercher les escargots. Il faut les trouver, il y en a un peu partout. Ah, un premier. Donc on cherche ce genre de coquillage. Et ça, c'est un grand ou un petit? Eh bien, celui-ci, il est moyen. Il y en a des plus gros que ça et aussi des plus petits. Parfois, c'est difficile de les distinguer car ils ont la même couleur que les pierres. J'en ai eu 3 beaux. C'est pas exactement la pêche au bigorneau que je pratiquais en Bretagne dans mon enfance. C'est violent quand même. Les Wayuu de Taroa partagent leur temps entre pêche de subsistance qui leur permet de nourrir leur famille et pêche commerciale pour gagner un peu d'argent. Voilà, et là il y a des petits poissons qui arrivent. Comment ça s'appelle ce poisson? On l'appelle Morara negra. C'est délicieux, grillé ou frit. Ah, un crabe ici. Attrape-le comme ça, sinon il va te pincer. Attention, il va te pincer là. Pas facile à sortir des filets sans se faire pincer. Aïe, 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 il m'a pincé. Ouf. Ah, c'est puissant ça. Oui, ce crabe-là, il mord fort. Mais il est très bon à manger. Voilà, une petite sole. Ah, un autre poisson. C'est un peu comme un poisson-chat, ça, non? Oui, c'est comme un poisson-chat. Je te donne le crabe. Le crabe pour toi, le poisson pour moi. Je me suis assez fait pincer aujourd'hui. Les rêves des Wayuu sont des portes vers un monde parallèle dans lesquels ils communiquent avec leurs ancêtres qui leur délivrent des messages. Ce soir, la communauté se réunit à Taroa pour une cérémonie d'interprétation des rêves qui va me faire prendre conscience de toute la beauté et la profondeur de la culture Wayuu. On effectue les mêmes dessins sur nos visages depuis des années. Ces représentations sont héritées de nos grands-parents. Nous perpétuons cette tradition pour ne pas la perdre. Le rouge est la couleur la plus utilisée pour le maquillage. Ce sont les esprits de nos ancêtres qui nous demandent d'utiliser cette couleur. Ce dessin que nous nous faisons avant la danse Wayuu représente le soleil. Et parfois on représente aussi un nombril, le centre de toute chose.
La chamane a fait un mauvais rêve avec cet enfant, et elle est venue le purifier pour éviter qu'il lui arrive un accident. Le soleil se couche, la cérémonie peut enfin commencer. Les rêves sont si importants pour vous? Oui, les rêves sont très importants. Tout ce qui concerne notre vie, on peut le lire dans nos rêves. Tout ce qui peut nous arriver se trouve dans nos rêves. Les femmes ont un rôle fondamental dans la communauté Wayuu, non? Ici, ce sont les femmes qui dirigent tout, parce que ce sont elles qui savent mieux que personne organiser les choses. Elles ont toujours tout organisé, donc elles décident pour tout le monde. J'assiste alors à la Iona, une danse où la femme représente la force et l'homme le vent. La femme doit poursuivre l'homme pour le faire chuter. Les pas recréent les mouvements des ancêtres des Wayuu, les animaux. Merci beaucoup, Amy. Je suis vraiment très honoré d'assister à cette fête. Je quitte la presqu'île de la Guajira et reprends mon voyage le long de la mer Caraïbe jusqu'à Santa Cruz d'Alislote. Un îlot minuscule, perdu au large, l'un des lieux les plus densément peuplés de la planète. Ancienne terre d'accueil d'esclaves, les habitants s'organisent autour d'une seule valeur cardinale, la solidarité. J'ai rendez-vous avec Jorge, l'un des pêcheurs de l'île. Donc ici, c'est Santa Cruz d'Alislote. Oui, c'est tout ce que tu vois là. Combien de personnes vivent ici? 600 à peu près. Et là, on est où? Là, c'est la place principale de l'île. La place. Tout le monde se rassemble ici. Il y a un hôpital aussi? Il y a un hôpital derrière. C'est là qu'on fait les premiers soins. Donc il y a un médecin? Oui, le médecin vient tous les mois pour examiner tout le monde. Et vous êtes heureux sur cette île? Oh, c'est le paradis. L'eau potable, denrée rare et précieuse, arrive une fois par semaine de Carthagène des Indes. Elle est rationnée entre les habitants de l'île. Ah ouais. Cette eau est amenée et vendue sur l'île quand il ne pleut pas suffisamment pendant la saison sèche. Il y a donc très peu d'eau. Il pleut très peu pendant cette saison. Il peut pleuvoir 2 ou 3 jours seulement. Ou ne pas pleuvoir du tout. Et l'eau diminue, alors on achète l'eau de la citerne ici. Allez, on y va. Et cette femme? C'est elle qui répartit l'eau pour la communauté. On vend 4 bidons par famille. 4 par famille. Pour une semaine. Par semaine, oui.
Mais ça dure plus longtemps parce qu'il ne pleut pas beaucoup en ce moment. Et ce sont les femmes qui dirigent. Oui, c'est nous qui sommes en charge ici. Ouais. Et ça coûte combien? 500 pesos. 500 pesos, ok. Ça fait beaucoup d'argent? Oui, pour de l'eau, c'est très cher. Et un seul bidon par famille, ça ne suffit pas. Juste pour un jour, c'est déjà pas assez. C'est très dur. L'eau, c'est de l'or ici. Un peu plus tard, Jorge et son neveu m'invitent à pêcher avec eux autour de l'île. L'eau est transparente. Ouais, l'eau est cristalline. Donc Wilson, c'est ton apprenti. Oui, c'est mon neveu et je lui apprends à pêcher. Ça fait combien de temps que tu apprends? 9 ans. 9 ans. Les enfants d'Isloté se jettent à l'eau dès l'âge de 4 ans car c'est vital de savoir nager ici. Et toi, Wilson, tu veux faire quoi plus tard? Ce que j'aimerais, c'est travailler comme plongeur. Mais ici, pas sur une autre île. Je reste sur mon île. Ici, c'est mon paradis. Moi, je vais juste les accompagner parce qu'ici, c'est un parc national. Et seuls, en fait, les natifs de l'île ont un accord de survie avec le gouvernement colombien. Voilà, je vais pas pêcher. Protégée, la biodiversité autour de l'île est riche. Les pêcheurs sont vigilants et pratiquent une pêche sélective pour ne pas abîmer les fonds marins. Voilà, le dîner est prêt, on va pouvoir le partager avec une partie tout au moins de la communauté. C'est comme ça que ça se passe ici le samedi soir à Isloté. Ici, il y a beaucoup de familles, mais vous paraissez n'en faire qu'une seule, c'est ça? Nous sommes très unis. Par exemple, quand il y a un événement comme celui-ci, nous nous réunissons tous. Quand une personne est malade, nous nous réunissons. Ce qui est à l'un est à l'autre, nous faisons tous notre part. Ce matin, c'est l'inondation dans la maison déjà. C'est assez impressionnant. Viens, on va voir dehors. Oh là là! C'est dingue. Isloté, c'est carrément Venise. Là. Lendemain de fête, Santa Cruz del Isloté a pris un autre visage. Voilà. Hola Jorge. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est complètement inondé. Il a beaucoup plu. Ah oui, beaucoup. Quand il pleut, la ville est un peu inondée.
C'est donc une situation normale pour vous. Oui, oui, c'est tout à fait normal. Ça ne me fait pas peur. On est habitué à ça. Tu n'as pas peur que l'île disparaisse un jour? Si, bien sûr. Mais je ne changerai pour rien au monde. Ouais. Pour rien au monde. C'est vraiment un paradis. Le temps est venu de reprendre ma route. Je pars pour un périple qui va m'emmener vers la côte Pacifique, au cœur de la jungle inexplorée du Choco. Ici, pas de route. Je rejoins le village de Nabuga par la mer pour rencontrer les Mbera, une communauté indigène qui vivait au plus profond de la forêt du Darien et a dû migrer vers la mer pour fuir les conflits armés. Voilà. Voilà. Bien. J'aime beaucoup votre maison. C'est une maison Mbera? Oui. Sauf qu'avant, on utilisait des tuiles, mais d'une manière différente. Franklin, tu peux me raconter un peu l'histoire de ta communauté? Eh bien... L'histoire, c'est qu'avant, on avait notre propre communauté dans la jungle. Et un jour, des personnes sont venues avec des armes. On pense que c'était des guerrilleros. Et ils nous ont effrayés. Ils ont assassiné 2 personnes. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus sur la côte. Pastor, tu te souviens, toi? Bien sûr. Je me souviens de tout. Je connais exactement l'endroit où ils les ont tués. Ils coupaient des arbres avec une tronçonneuse. Et là où ils étaient, ils les ont laissés morts. Je m'en souviens. Ça a dû être une décision très difficile pour vous de partir. Oui, c'était très difficile de quitter nos terres. C'était pas évident de venir ici. Nous avions tellement peur qu'on a dû tout abandonner. À Nabuga, les femmes arborent fièrement leurs tatouages tribaux, réalisés à partir de pigments issus des fruits de la jagua. Ils sont le symbole de leur identité. Chassés de la plupart des lieux où ils ont essayé de s'installer, les Mbera ont finalement été accueillis par la communauté afro-colombienne de Nabuga. J'accompagne Franklin pour une journée de pêche sous le signe du partage. On est arrivé? Oui, on est dans la zone de pêche. Comment ça s'appelle ici? Avegacito. Tu vois l'appât, tu le mets comme ça. À l'intérieur, comme ça, les poissons ne le voient pas. Et c'est bon, tu es prêt à pêcher. Tu laisses de la longueur jusqu'à ce que la ligne touche le sol. Quand tu sens que l'appât a touché le sol, tu t'arrêtes et tu tiens la ligne jusqu'à ce qu'un poisson arrive. Oh, j'ai un poisson. Ah oui, maintenant il faut le sortir de l'eau.
Si tu sens qu'il tire, il faut lâcher un peu prise. Il est gros, il est gros. Tu dois lâcher un peu quand le poisson le demande, hein? Ouais, il est fatigué là. Oui, il est fatigué. 50 mètres d'eau, hein, donc à remonter à la mano là, c'est... Allez, il arrive. Ah, il est pas mal, hein? Ah, il est gros. Ouais, c'est gros, hein? Waouh! Super! Mon premier poisson à Nabuga. Hey. Magnifique. Tu es un bon pêcheur, Jérôme, excellent même. Tu es un bon professeur. C'est comme ça que tu as appris aux Zambera à pêcher? Oui, exactement. Quand ils sont arrivés ici, ils ne savaient pas comment pêcher comme ça. Mais ils voulaient vraiment apprendre. On ne savait même pas comment naviguer en mer. On ne connaissait rien à la pêche, on nous a tout appris. C'était naturel pour vous d'être solidaire avec les Zambera? Mais bien sûr. Pour moi, plus la communauté est grande, mieux c'est. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps avec nous. Ils font partie intégrante de la communauté de Nabuga. Les Zambera n'ont pas perdu leur lien avec la forêt. Chaque jour, les femmes partent explorer la jungle pour y récolter des plantes médicinales. De retour de la pêche, je comprends que la solidarité fonctionne dans les deux sens. Cette fois, c'est Pastor, le père de Franklin, qui met ses connaissances de chaman au service de la communauté. Hola, Geronimo. Je suis très malade. Je viens prendre des bains. Et vous venez souvent ici? Oui, je viens prendre mon bain chez Pastor. C'est la relation que nous entretenons avec les populations autochtones, entre Afro-Colombiens et Amérindiens. Nous nous soutenons mutuellement. Quel type d'herbe tu utilises là? Ce sont des médicaments contre la douleur. Je vais mélanger ces deux plantes pour essayer d'avoir une guérison rapide. Ok, c'est la médecine Zambera. C'est la médecine des Zambera. J'ai appris ça de mon beau-père. Il soigne non seulement les rhumatismes, l'arthrite et les douleurs, mais il connaît encore plein d'autres plantes guérisseuses. Cela fait des années qu'il soigne tout le monde avec ses herbes. Il soigne les morsures de fourmis, d'araignées, de serpents. Il guérit beaucoup de choses. C'est une médecine qui agit lentement, qui calme la douleur. Mais c'est pas comme un médicament qu'on prend et une demi-heure après, la douleur disparaît. C'est au fur et à mesure que vous prenez des bains que le médicament fait effet et que la douleur s'en va. C'est important pour vous ce partage de connaissances?
Les Afro-Colombiens sont comme nous, les Amberas. C'est pourquoi il est très important pour nous de faire de cette relation un échange, pour comprendre leur culture et qu'ils comprennent la nôtre. Ce matin, les Amberas m'emmènent sur leur terrain, au cœur de la jungle. Allez, c'est parti. Ouah, pour une petite balade dans la vase. Elle est bien onctueuse ici, là. Aujourd'hui, on part dans la forêt à la recherche d'un arbre pour creuser une pirogue. Hein. C'est des pirogues qui leur servent à pêcher en mer. Il y a des animaux dangereux dans la jungle? Oui, parfois on trouve des couleuvres. Et on croise parfois la route d'un jaguar. Des jaguars aussi? Oui. Ici? Oui. Waouh! C'est pour ça qu'on a un chien, c'est pour le repérer. Ah, ok. C'est fou. Celui-là, regarde. Je pense qu'il est parfait. Après 2 heures de marche, nous touchons au but. Waouh. Il est grand, hein? Oui, très. Incroyable. C'est complètement fou cet arbre. C'est immense. Viens, tiens. Franklin, il faut combien de temps pour abattre cet arbre? Environ 30 minutes. 30 minutes? Seulement? Incroyable. Une demi-heure pour couper un arbre comme ça? Je peux essayer? Ouais. J'ignorais mon potentiel comique. Faut que je l'exploite. Oh, putain. Je suis plus un homme de la mer que de la jungle, hein. L'autre, il a creusé un tunnel derrière. Il y reste poli. Je pense qu'il faudra peut-être 2 jours pour la mettre, cet arbre. Donc là, l'arbre est prêt à tomber d'un instant à l'autre. Il va tomber dans cette direction. C'est impressionnant. J'ai jamais vu un arbre aussi grand tomber. Et ça tombe, ça tombe, ça tombe. J'ai senti la terre trembler sous mes pieds, quoi. C'est hyper impressionnant, quoi. Oh. Wow. Il est immense, cet arbre. Je pense qu'il devait faire une bonne 50aine de mètres de hauteur. Et puis quand ça tombe, ça tombe. Hein. Il y a tous les arbres autour, là, tout est écrasé. Et combien de pirogues tu creuses dans un arbre comme ça? Si elles font 2 mètres de long, on peut en faire 2 à partir de cet arbre. Ça sert à quoi, ça? Ça, c'est pour la chaleur.
Je suis pas le seul à avoir chaud. Pastor, tu fais quoi là? Je prends des mesures. Ah ok, avant de creuser. Et combien de jours il faut pour creuser une pirogue? Un jour. Un jour? Waouh, c'est hyper rapide. Oui, les garçons vont travailler dur aujourd'hui. On voit qu'il y a les costauds qui sont les bûcherons qui vont abattre l'arbre. Et puis après, il y a les orfèvres qui viennent tailler le bois avec précision. On dirait que c'est taillé au rabot. Qu'est-ce que c'est? Chicha. C'est alcoolisé? Non, non, non. Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Un peu d'alcool. Je vous confirme, c'est alcoolisé. Venez manger les gars. C'est un délice ce poisson. Franklin, vous avez quitté votre village dans la jungle, mais vous conservez un lien très fort avec la nature. Nous avons toujours été connectés à la jungle. On n'a jamais abandonné la tradition que nous avons apportée il y a de nombreuses années. Comment s'appelle ce fruit? Le tominero. Tominero. Oui. C'est comme des graines. C'est bon. C'est marrant, c'est une graine assez ferme. Et quand on le mâche, assez rapidement, ça a un goût de noix fraîche. C'est délicieux. Les hommes se remettent au travail. La pirogue doit être prête avant la tombée de la nuit. Ce que je fais, c'est bien aplatir pour que tu puisses te tenir debout dans la pirogue. La clé, c'est de bien l'aplatir jusqu'à ce que tu obtiennes exactement ce que tu souhaites. Waouh. C'est incroyable, hein. C'est super beau quoi. C'était impressionnant de voir au début comment ils attaquaient le tronc d'arbre. Et là, quand on voit le résultat final, la perfection des lignes de cette pirogue, il n'y a rien à dire, à part bravo, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Mais tout est dans la tête, quoi. C'est fou. Voilà. Toute la première phase de la pirogue est terminée. Donc maintenant, le truc, ça va être de la transporter jusqu'à la rivière pour la ramener au village. Je pense qu'elle est encore un peu loin. On vient de la poser pour la première fois sur l'eau et elle flotte parfaitement, elle a une assiette impeccable. Elle est parfaitement équilibrée. C'est magnifique.
Voilà, on arrive à destination, au port des pirogues. Donc dans quelques jours, la nôtre ressemblera à celle-ci, un peu plus fine, un peu plus racée. Ah, j'ai vraiment un respect infini pour ces marins d'eau douce. Mon aventure se termine à Nabuga, au bord du Rio, où chaque soir les communautés Mbera et Afro se retrouvent pour pêcher et ne faire qu'une. Ensemble, ils montrent qu'à l'heure où le monde est plus que jamais divisé par des barrières culturelles, sociales et religieuses, où la peur de l'étranger éloigne les peuples, il est possible de vivre ensemble pour le meilleur.